Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé le faire. Ici nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant. Très intéressant. Nous avons intitulé ce sujet Comment l'homme a été dressé pour servir la femme. Vous savez, quand il est question des relations amoureuses ou romantiques, on s'attend normalement à une fusion, à une connexion, à une réciprocité et à une complicité hors du commun. Du moins, c'est ce qui devrait être l'idéal, ou encore c'est ce que nous montre Hollywood, Bollywood ou encore Nollywood. Bref, il donne de l'espoir aux gens à croire en l'amour. Mais force est de constater que la réalité des relations amoureuses est qu'on voit des dominants et des dominés, des maîtres et des esclaves. Et ces esclaves sont volontaires ou involontaires. Mais malheureusement, ces esclaves, ce sont les hommes. Les esclaves volontaires sont ceux qui ont constaté la triste réalité du rapport dominant-dominé, mais qui continuent quand même de servir à cause d'un manque qu'ils n'arrivent pas à combler. Quant aux esclaves involontaires, ce sont des gens qui agissent comme des robots de façon automatique. Eux, ils apprennent ce qui est le politiquement correct et performent en fonction de cela. Le pire, c'est qu'ils sont prêts à tuer pour défendre leur esclavage. Mais pourquoi font-ils cela? Eh bien, c'est parce qu'ils ont été dressés comme des animaux sauvages à obéir à un programme. Et cela depuis des millénaires. J'avais fait un podcast intitulé Le Game. Et pour ma part, je crois peut-être que c'est le meilleur podcast que j'ai jamais produit. C'est ce que moi je crois. Je ne sais pas pour vous. Ce podcast explique en fait ce qui se passe dans le monde des relations amoureuses et dans le monde de façon générale. Dans nos sociétés, il y a des esclaves volontaires et involontaires. Mais ils ont tous été dressés. C'est quoi le dressage? Et quels sont ces différents procédés? Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Avant toute chose, je dois d'abord dire merci à Madame Esther Villard et aussi à mon ami Sénat qui m'a permis de découvrir cette dame qui n'est autre que l'auteur de l'œuvre L'homme subjugué. Ce fut un enseignement magistral. Je me dois de partager cela avec vous. Donc on y va. Le dressage n'est rien d'autre qu'un processus qui permet de dresser l'homme de manière à ce qu'il obéit et est prêt à se sacrifier pour la survie de la femme. Bref, à adorer la femme. Mais ce processus est tellement bien fait que la victime, qui est l'homme, même quand il s'en rend compte, il n'arrive pas à s'en débarrasser puisque c'est devenu sa nature. Comme je le disais plus tôt, il y a différents procédés de dressage. Et nous allons voir en un, le dressage dès la naissance. Comment se fait le dressage à la naissance? Tout le monde aime les éloges. Ça flatte l'ego.
Ça donne de la force, de l'espoir, ça rassure. Ça booste notre mentalité, notre confiance en soi. Ouais, un peu. Ainsi, le petit garçon, étant enfant, on lui fait des éloges quand il agit bien, selon les critères définis par sa mère. Et quand il agit mal, il est réprimandé, toujours selon les critères définis par sa mère. Donc, comme les éloges font du bien à son âme, ça devient une drogue. Donc, toute son existence, il cherche à plaire et à satisfaire sa mère pour recevoir la récompense de sa mère qui n'est rien d'autre que des éloges. Plus on lui fait des éloges, plus il se surpasse pour fournir de bons et meilleurs rendements. Ainsi, le dressage de l'homme dès la naissance se fait par le jeu des éloges. On le dresse par récompense à ses performances. Oui, un peu. Et cette récompense, c'est la reconnaissance par la femme, c'est-à-dire sa mère, des efforts qu'il est en train de fournir pour elle. J'ai déjà aussi fait un podcast intitulé « Les hommes se comportent comme des chiens de Pavlov ». Peut-être que je ferai un remix, je ne sais pas encore. Et le dressage du chien de Pavlov ressemble à celui qu'on fait aux hommes depuis leur enfance jusqu'à leur âge adulte. En changeant bien sûr des procédés en fonction de son âge au fur et à mesure qu'il grandit. Donc, la mère utilise d'abord les éloges. Et quand elle constate que l'enfant veut désobéir, elle utilise la bastonnade. Ainsi, l'enfant, connaissant le goût du bâton et celui des éloges, choisit naturellement les éloges. Ainsi, il performe toujours de la meilleure des façons pour être récompensé. Ça, c'est le premier procédé du dressage concernant l'enfant, garçon bien sûr. Le deuxième type de procédé, il s'agit du dressage par autodépréciation, c'est-à-dire de s'auto-dévaloriser. Et comment la femme réussit-elle ce dressage? Tout simplement par la culpabilisation. Et donc, avec la culpabilisation, l'enfant, garçon ou bien l'homme éprouve la culpabilité pour une faute qu'il croit avoir commise, même si c'est vrai ou c'est faux. Généralement, ce n'est pas des fautes qu'il a commises. Mais il éprouve cette culpabilité à cause du procédé de la culpabilisation. Ouais, un peu. L'autre procédé aussi qui concerne l'autodépréciation, c'est la honte. D'infliger la honte. Donc, c'est-à-dire qu'elle conditionne l'homme à se culpabiliser pour des choses assez normales. Donc, à la naissance ou encore dans l'enfance de l'homme, sa mère l'éduque à ne jamais se rebeller contre ses décisions, contre ses enseignements. Comment il doit se comporter envers ses soeurs et envers les autres femmes. Bref, elle apprend à son enfant qu'elle n'a jamais tort. Et que même si un jour elle a tort, son enfant est dans l'obligation de l'aimer. Bref, l'enfant doit l'aimer de façon inconditionnelle. Et cela marche parfaitement sur l'enfant parce que c'est l'objectif qu'elle n'arrive pas à atteindre avec son amant ou son mari. Je parle ici de l'amour inconditionnel. La seule personne qui est capable d'exécuter ce programme parfaitement est son enfant garçon. Et cela sans question. C'est la seule personne qui est prête à aimer sa mère inconditionnellement. Même l'enfant fille ne peut pas faire ça. Ouais, un peu. Parce que l'enfant fille est aussi appelé un jour à quitter la mère.
Mais la seule personne qui appartient à la mère jusqu'à sa mort, c'est l'enfant garçon. Oui, un peu. Donc, si son enfant échoue à le plaire, ou bien à la plaire plutôt, l'enfant même se culpabilise. Il s'autodéprécie, il a des remords. Il se dit pourquoi il n'a pas pu construire une maison ou acheter une voiture à sa maman. Pourquoi il a donné l'impression à sa maman de se sentir mal. Donc, il se culpabilise tout le temps. C'est un dressage. Un peu. Il se sent mal en lui-même. Et quand l'enfant d'une autre femme réussit cette programmation, alors là, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'en ce moment, son enfant, à elle, se sent dans l'incapacité. Et s'il a un esprit faible, il peut s'adonner à la drogue ou encore se suicider parce qu'il se sent inutile. Parce qu'il se compare. Il a laissé sa mère le comparer aux autres enfants, des autres femmes. Parce qu'il y a des femmes qui sont capables de dire à leurs enfants, regarde l'autre enfant, regarde ce qu'il a fait à sa mère. Pourquoi tu n'arrives pas à me faire ceci? Pourquoi tu n'arrives pas à me faire cela? Bon, un peu. Et donc, avec ce procédé de dressage, la culpabilisation et la honte, les enfants garçons se tordent de douleur inutilement. Donc, la femme, avec sa programmation, arrive à inculquer cette notion de mère-dieu. Je dis bien la notion de mère-dieu à son enfant. Donc, il y a même des religions où on enseigne que le paradis des humains se trouve sous les pieds de leur mère. Et aussi qu'un homme qui trouve une femme a trouvé une bonne chose. Ça, ce sont les enseignements des religions. Tout cela fait partie de la programmation à sacraliser la femme et surtout la mère. Je sais que dans les autres peuples, la mère est sacrée, mais juste à un certain degré. Mais en Afrique, la sacralisation de la mère, voilà, vous savez, nous les Africains, nous on exagère dans tout, ouais, un peu. Donc chez nous, la place de la mère, ça ne se discute pas, ouais, un peu. Donc chez nous en Afrique, on croit même que quand ta mère te maudit, tu ne vas jamais réussir ta vie. Ouais, et pourtant c'est faux. Déjà comment une mère peut maudire son enfant qu'elle prétend aimer? Ou un peu le paradoxe. Une mère qui dit qu'elle aime son enfant, comment elle peut le maudire? Ou est-ce cet amour maternel tant chanté? En plus, cette croyance en Afrique n'est pas scientifiquement vérifiée parce qu'il y a des enfants, qui ont été maudits par leur mère, mais qui ont réussi leur vie. Ouais, un peu. C'est là-bas que ces histoires-là ne tiennent pas. Je ne dis pas ici de ne pas respecter les mères. Toutes les mères sont à respecter pour le rôle qu'elles jouent dans la vie de leurs enfants. Mais en même temps, les mères ne sont pas des dieux, bien des déesses. Il faut qu'on arrive à enlever ces choses de notre mentalité. Vous voyez un peu. Il y a même des enfants en Afrique qui ont été traités de sorciers, éradiés de leur famille, mais qui ont bien réussi. Des fois, cela vient de la part de la maman. La maman traite son enfant de sorcier. Je sais que ce que je suis en train de dire là, ça peut paraître bizarre pour certains, mais ceux qui ont des amis africains ou qui connaissent un peu la culture africaine, je sais que vous savez de quoi je suis en train de parler. Ça existe. Ce n'est pas des histoires. Un peu. Et pourtant, tous ces enfants ont réussi, bien réussi. Ne vous étonnez pas. Tout ça là fait partie du dressage. Donc, sur la puce de l'enfant garçon, c'est programmé que sa mère ne peut jamais avoir tort et qu'elle est un dieu sur terre. Ouais, un peu. En fait, cette programmation est aussi
valable en partie pour les enfants filles. La seule différence est que la fille n'est pas programmée de la même façon. Plutôt, la fille est programmée dès son enfance pour exploiter plus tard, manipuler et être adorée par les hommes. Alors que l'enfant garçon est programmé pour servir et adorer. C'est là la différence entre les deux sexes. Vous voyez un peu. Donc la fille, l'enfant fille sait très bien manipuler. Elle devient championne de la manipulation. Donc c'est ça qui nous conduit au 3, le dressage par manipulation. En tant qu'humain, peu importe le sexe, chacun a un rôle et des responsabilités. Mais la femme a réussi par un procédé de dressage par manipulation à fuir à ses responsabilités. Je m'explique. En couple, la femme dit souvent que le rôle de l'homme est de payer les factures, de payer l'addition, de payer les frais de transport, de payer le cinéma, bref, de payer tout ce qui est frais la concernant. Tout simplement parce qu'elle est une femme. Quand vous y pensez, pourquoi juste être femme vous allège de toute responsabilité de la vie? Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Parce que ce qu'un homme fait, une femme fait aussi. C'est-à-dire manger, vous savez, tout le reste. Elle fait aussi. Donc pourquoi son anatomie doit l'alléger des responsabilités de la vie? Ça n'a aucun sens, mais les hommes ont accepté cette programmation. Ils ont accepté ce dressage-là. C'est pourquoi la femme juge un homme qui ne travaille pas de ne pas être un vrai homme. Parce que cet homme ne sera pas utile à sa survie. C'est un procédé de manipulation et d'autodépréciation afin que l'homme se sente coupable quand il ne travaille pas. Et pourtant, une femme peut travailler ou rester à la maison si elle le désire, mais l'homme, lui, n'a pas le luxe de choisir. Il doit travailler s'il veut appartenir au groupe des vrais hommes, d'après la femme. Donc, une autre excuse et tactique de manipulation qu'elle utilise à sa condition de femme est qu'elle va tomber enceinte et accoucher un jour. Donc, elle utilise la grossesse pour fuir ses responsabilités. Même si nous ne négligeons pas ici la douleur de l'accouchement et la prise en charge des bébés ou bien des enfants par les femmes, on peut quand même noter que les femmes n'accouchent pas tous les ans et qu'elles ne prennent pas soin non plus des enfants en temps plein comme elles ont l'habitude de le dire. En plus, de nos jours, les femmes accouchent en moyenne 2 enfants toute leur vie, en moyenne. Quand on sait que les bébés dorment en moyenne 12 à 13 heures, le maximum, j'ai une fois entendu que ça va jusqu'à 18 heures de temps par jour. Mais disons au moins 12 à 13 heures par jour. Un bébé qui dort 12 à 13 heures par jour. On peut conclure que le travail de maman n'est pas aussi pénible et douloureuse comme on le pense ou comme on nous le fait croire. Plutôt, c'est le meilleur métier au monde pour une femme, d'après moi, parce que ce métier lui permet de s'épanouir, d'avoir une bonne santé et lui assure le bonheur qu'elle recherche tant. Parce que le bonheur qu'elle recherche, c'est seulement avec son enfant qu'elle arrive à trouver cela. C'est-à-dire l'amour inconditionnel.
Un peu. Mais quand la femme se retrouve en situation de maman, elle va blâmer l'homme de ne rien faire pour la soutenir et justifier qu'à cause de l'enfant, elle ne peut pas travailler. Et pourtant, toute la souffrance de la femme dans la prise en charge d'un enfant, c'est jusqu'à ses 5 ou 6 ans. C'est-à-dire quand il commence l'école. Moi, je me rappelle que nos mamans se plaignaient à la maison. Elles voulaient qu'on nous envoie à l'école parce qu'on les dérangeait à la maison selon elles. Et même pendant les vacances, elles étaient contentes. Quand nous mamans se promenaient dans toute la ville pieds nus et torse nu. On ne rentrait que pour manger et ressortir. Vous voyez un peu. Au cas contraire, elles suppliaient le père de nous trouver une occupation pendant les vacances. Parce qu'il fallait que nous soyons occupés pour qu'elle soit tranquille. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quoi? Je veux dire juste que les plaintes des femmes sur la prise en charge des enfants n'est pas une charge très lourde, comme vous le pensez. Parce que les enfants aussi sont des individus à part qui vaquent à leurs occupations. J'ai bien dit que l'occupation des enfants par les femmes n'est pas négligeable. Il faut bien faire la différence. C'est pas négligeable. Mais ce n'est pas ce qu'on nous fait croire. C'est que la femme utilise la situation. Elle manipule la situation pour dresser l'homme. C'est ce que je vais expliquer en fait. Autre excuse qu'elle avance quand il s'agit de manipulation, c'est qu'elle s'occupe de la maison, qu'elle fait la lessive, le repassage, la bouffe et le nettoyage, etc. Ce n'est pas négligeable non plus. Mais en même temps, ce n'est pas une raison de culpabiliser l'homme pour lui faire savoir qu'elle travaille plus que lui et qu'il a de la chance d'avoir une femme comme elle. Disons-nous la vérité, de nos jours, tous ces travaux sont faits par des machines en appuyant sur des boutons. Même autrefois, quand c'était fait à la main, ce n'était pas des travaux à plein temps, ni journaliers. Ce sont des travaux qu'on fait à intervalles de jours ou semaines, à part la bouffe qui est quotidienne. Mais comme ça fait partie de la manipulation, l'homme, une fois encore, va culpabiliser, va penser qu'il est dans le tort en grondant sa femme qui n'a pas cuisiné quand il est rentré à la maison. Parce qu'elle est occupée par un feuilleton du Brésil, d'Argentine ou encore de Mexique. Et il y a des femmes qui font ça. Elle refuse de cuisiner pour son mari parce qu'elle est en train de suivre un feuilleton. Et le mari, toute la journée, était dehors en train de chercher de quoi leur permettre de survivre. Il rentre à la maison, pas de bouffe. La femme est affalée dans le canapé en train de regarder une série ou bien un feuilleton. Et si le mari veut parler, elle va le gronder, le manipuler. Vous voyez un peu. Alors, il se tait quand la femme le gronde sur ce genre de situation. Et encore, il va lui trouver une excuse en pensant que le travail de la femme à la maison est trop pénible. Vous voyez un peu la manipulation, jusqu'où c'est parti. Ainsi, l'homme, face à cette situation, dans sa clémence, protège la femme comme un œuf. Et surtout quand celle-ci est enceinte ou accouche. La programmation fonctionne très bien en ce moment-là. Il n'y a pas de meilleur moment. Je ne dis pas ici de ne pas être clément envers la femme ou de ne pas bien se comporter avec la femme. Mais tout simplement, j'expose les tactiques de dressage utilisées contre l'homme. Ainsi, elle arrive à fuir la responsabilité de travailler d'une manière ou d'une autre avec ces différentes manipulations. Vous voyez un peu. Pour appuyer ce procédé de
programmation ou bien de dressage. Il y a même des versets religieux qui disent ceci par exemple. L'homme doit manger à la sueur de son front et la femme enfantera dans la douleur. Et on nous dit que c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Et pourtant, Dieu a mis des cerveaux dans la tête des deux sexes. La femme et l'homme ne sont pas très différents. La seule différence, c'est qu'il y a l'un qui a un sexe pendant et l'autre a un sexe caché. Et l'autre seule différence, c'est que l'un va tomber enceinte et l'autre non. C'est toute la différence. Sinon, pour toutes les autres choses, c'est presque les mêmes choses. Elles réfléchissent, nous réfléchissons. On mange, elles mangent. Bref, on fait tout ce qu'elles font. À quelques différences près. Ou un peu. Même si les cerveaux ne sont pas exactement les mêmes, les hormones ne sont pas en quantité exactement les mêmes. Bref, quand même, les deux sont capables de réfléchir et faire des choses. Donc, les manipulations pour fuir les responsabilités ne sont juste qu'un dressage. Oui, un peu. Donc, ces tactiques de dressage sont bien ancrées dans les mœurs et cultures depuis des milliers d'années. Et ça continue, c'est devenu une tradition. Oui, un peu. Et comment on nous fait croire que l'homme doit travailler, que la femme doit enfanter dans la douleur? La question ici, c'est que si c'est Dieu qui a programmé ça comme cela, pourquoi aujourd'hui les femmes font la concurrence avec les hommes pour occuper les postes de travail, surtout dans les secteurs où ça paie le plus? Les femmes veulent travailler, avoir les mêmes salaires ou bien plus que les hommes. Elles ne veulent plus enfanter dans la douleur, maintenant elles veulent travailler. Elles veulent maintenant que c'est les hommes qui enfantent. Si c'est Dieu qui a programmé ça comme ça, Dieu ne savait-il pas cela? Vous allez répondre par vos commentaires. Numéro 4. Dressage par procédé inoffensif. Maintenant, nous rentrons dans le... C'est dans le corps du travail. Les procédés inoffensifs, il existe deux sortes. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est les bonnes manières. Et la deuxième méthode, c'est le refoulement des émotions. Comme bonne manière, on apprend à l'homme comment traiter la femme. Lui ouvrir la porte, lui tirer la chaise au restaurant, deviner ce qu'elle pense. Ne rien faire pour l'énerver, s'excuser toujours même si c'est elle qui a tort. Se rappeler de son anniversaire de mariage. Se rappeler même des fois du jour où elle s'est cassé un bras. Comme l'homme dans sa bonté et clémence aime servir et satisfaire son prochain, il obéit scrupuleusement à cette programmation, mais s'étonne quand même qu'il ne reçoit jamais de reconnaissance. Ça, c'est ce qui concerne les bonnes manières. Oui, un peu. Donc, les hommes fonctionnent automatiquement en protégeant la femme, en étant clément, en appliquant cette bonne manière. C'est un procédé inoffensif parce que les hommes ne savent pas qu'ils sont en train de faire une connerie. Parce que nous savons tous que quand un homme fait ça, de toute la façon, elle dégoûte la femme. La femme lui prend juste comme un ami. Vous voyez un peu. Mais quand même, ce sont des procédés de dressage pour adorer la femme.
Maintenant, par rapport au refoulement des émotions, l'homme doit s'empêcher de ne pas se mettre en érection quand la femme se met nue partout pour être considéré comme un vrai homme. Mais le pauvre ne sait pas qu'en luttant contre sa sexualité qui est naturelle, il est en train de reprogrammer son cerveau à réagir autrement face à la nudité de la femme. Et à la longue, il a du mal à se mettre en érection facilement devant une femme nue. Il lui faudra de longues excitations et de longues stimulations pour répondre. Pour un peu. Et pourtant, c'est le dressage qui l'a amené à devenir comme ça. On l'a dressé à ne pas se mettre en érection devant une femme nue. Et pourtant, quand il sort partout, il n'y a que des femmes nues un peu partout. Alors que naturellement, l'homme a été programmé à réagir quand il voit une femme nue. Ben, on l'a dressé à ne pas réagir quand il voit une femme nue. Tu vois un peu. Et quand il se retrouve en situation de non-démarrage, parce qu'il a été reprogrammé d'une autre façon, c'est la même femme qui va encore se plaindre parce que son mari ou bien son copain n'arrive pas à démarrer. Et pourtant, la femme dès l'âge d'adolescence s'habille de façon provocante. C'est-à-dire qu'elle porte des vêtements qui mettent en valeur sa rondeur ou encore se vêtit de façon à moitié nue pour bien montrer ses seins, ses jambes, etc. Oui, un peu. Elle met du maquillage et les fards sur son visage pour ressembler à une autre personne, juste dans le but d'être plus belle et d'attirer l'homme. Et quand cet homme approche, soit elle va se plaindre d'harcèlement sexuel, ou soit elle va le traiter d'animal qui n'arrive pas à se contrôler, qui n'arrive pas à contrôler ses émotions. Et cette tentation permanente par le sexe, comme on le fait avec une marchandise dans une vitrine, est la pire des tortures pour les hommes. C'est une torture. Chaque fois quand vous montez par exemple dans un métro, surtout en été, si vous êtes homme, je ne sais pas, d'un arrêt à un autre arrêt, je ne sais pas combien de fois vous pensez au sexe. Vous allez penser parce qu'il n'y a que des femmes nues partout. Mais on vous empêche de réagir selon votre programmation naturelle. Et pourtant, on vous met quelque chose qui va provoquer cela. Vous voyez un peu le dressage, vous voyez que c'est grave. Mais que veulent les femmes par le dressage sexuel? Par le dressage sexuel, ce qu'elles veulent, c'est d'abord d'attirer l'homme le plus puissant en attisant sa sexualité, mais en même temps en lui refusant cela jusqu'à ce qu'il n'atteigne des standards bien spécifiques selon chaque femme. Et quand ces standards seront atteints, elle peut lui donner ou bien le gratifier avec un peu de sexe, comme dans l'expérience de Pavlov. Ainsi, plus la libido de l'homme est forte, plus il est soumis au test sexuel de la femme, c'est-à-dire de gagner plus pour la satisfaire afin d'être récompensé sexuellement. Résultat, l'homme doit se tuer au travail pour avoir la marchandise. L'homme se laisse torturer. Et malheureusement, des fois même, l'homme peut satisfaire tous ces critères et ne rien obtenir en retour. C'est-à-dire qu'il dépense son argent, son énergie, son temps et son attention pour rien. Dans ce cas-là, quand l'homme dépense ou se tue pour la survie de la femme, cette dernière voit cela comme un droit et que l'homme lui doit cela sans rien attendre en retour. Elle ne souffre ni de culpabilité, ni de remords, ni de sentiment de dette lorsqu'elle utilise le dressage sexuel pour obtenir tout ce qu'elle veut comme attention
rendez-vous romantique ou encore des cadeaux. Je vous l'ai déjà dit, la femme est très froide et calculatrice. Elle n'éprouve jamais de culpabilité, mais juste la honte, dans le pire des cas, juste la honte. Et quand un homme se voit dépassé, il a tendance à user de la force. Et en ce moment, on sort la carte du dressage par culpabilisation, victimisation, la carte du dressage par psychologie, en essayant de rabaisser un homme qui attend quelque chose en retour d'une femme pour qui il se sacrifie. Une autre façon de dressage psychologique, c'est de dire que les hommes ne communiquent pas. Et pourtant, c'est les femmes qui ne savent pas communiquer. Regardez quand il y a un problème. Les femmes ne vont jamais vous dire ce qui cloche, mais vont rester en froid avec vous. Mais si les hommes se comportent ainsi avec elles, elles traitent ces hommes de pervers narcissiques ou de toxiques. Elles demandent, par exemple, aux hommes de deviner leurs envies, leurs pensées. Et quand l'homme n'arrive pas à faire cela, elles vont s'énerver, pleurer peut-être, et ornir cet homme-là. Le traiter de quelqu'un qui ne comprend pas les femmes, le traiter d'insensible. Eh bien, les hommes ne sont pas des devins. Si les femmes ouvraient leur bouche et commençaient par parler, on résoudrait beaucoup de problèmes. Mais elles ne vont pas le faire parce qu'elles ont un agenda. Et cet agenda, c'est celui de dresser l'homme. En réalité, les femmes ne communiquent pas. Elles parlent. Et elles entendent pas parler, communiquer. Communiquer veut dire véhiculer un message. La femme peut parler 1 heure de temps. Juste pour vous dire que sa collègue au travail l'énerve. 1 heure de temps pour vous dire cela. Oui, un peu. Ça, c'est le bavardage, ce n'est pas de la communication. La différence entre nous et les animaux, je vais dire les autres animaux, nous sommes aussi des animaux, c'est notre cerveau plus développé et le verbe que nous avons. Donc, les femmes doivent commencer par utiliser ces 2 choses-là de façon correcte et non juste de façon opportuniste. Bref, courtiser la femme de nos jours n'est juste qu'une perte de temps où l'homme s'use pour rien. Puisque dans la tête de la femme, les relations amoureuses veulent dire courtise-moi, amène-moi dîner, fais-moi sortir, achète-moi des cadeaux, donne-moi de l'argent, paie mes factures. Et peut-être que je vais voir si je peux te gratifier d'un sexe ennuyeux si tu as de la chance. Dans sa tête, c'est ce que veut dire les relations amoureuses. Ouais, un peu. C'est ainsi que se fait le procédé du dressage sexuel, mais de façon inoffensive, parce que l'homme ne voit pas cela comme une offense. Il ne voit pas cela comme ça. Mais c'est de la torture émotionnelle et mentale. Ce qui se passe ici, c'est que l'homme est devenu esclave de son anatomie, alors que la femme jouit de la sienne. Donc, plus l'homme pense aux techniques de culpabilisation de la femme, plus elle en souffre. Alors que la femme, son but est tout autre. C'est-à-dire de tirer autant de ressources que possible de l'homme. Alors que l'homme, tout ce dont il pense, c'est comment la satisfaire. Donc, quand on voit tous les produits pour booster la sexualité, je donne ceci comme exemple. Tous les produits pour booster la sexualité, on voit que 99% de ces produits-là sont uniquement des produits d'hommes. Pourquoi? C'est parce que l'homme culpabilise quand sa femme le fait culpabiliser ou bien le trait de faible. Donc, son seul objectif, c'est d'exécuter le programme de dressage. Même sa virilité dépend des humeurs de sa femme.
D'autres hommes même sont obligés d'inventer des pratiques sexuelles bizarres pour satisfaire leurs femmes ou encore de se mettre dans la peau d'autres hommes qui ne sont pas, juste pour satisfaire leurs femmes sexuellement. Vous voyez que c'est grave. C'est aussi grâce au dressage sexuel que les femmes arrivent à imposer la monogamie aux hommes. D'une part, en leur disant qu'ils les trompent en allant avec une autre femme, alors qu'en même temps, elles refusent de les satisfaire sexuellement. Et d'autre part, elles les menacent de divorcer en prenant tous leurs biens s'ils voient d'autres femmes. La femme s'en fout de l'anatomie de l'homme, c'est juste de l'égoïsme à l'état pur. Elle s'en fout des émotions et des hormones de l'homme. La femme a appris seulement à manipuler les hormones de l'homme à son insu. Eh bien, cet homme manque de connaissance de soi, donc la femme en profite. Donc, quand je parlais du refoulement des émotions, par exemple, quand une femme l'insulte ou l'agresse verbalement, il doit rester le plus calme possible. Et pourtant, pour les mêmes insultes, si c'était un homme, il monterait sur le ring. Mais quand c'est une femme, ça passe crème, ça passe. Bref, on lui apprend à refouler et à contrôler ses émotions alors qu'il n'est pas vraiment responsable de la sécrétion de ses hormones. Il faut d'abord un facteur extérieur pour leur sécrétion. Et ce facteur extérieur, la plupart du temps, c'est la femme. Nous savons tous que la sexualité dépend de la testostérone. Et les hommes ont un taux de testostérone 10 fois plus élevé que celui des femmes. Donc, quand la femme se met nue, c'est normal que la testostérone va travailler. Et l'homme aura envie de sexe. Vous voyez un peu. Mais on lui a appris à refouler cela. Vous voyez un peu. Donc, on lui enseigne à ne pas obéir à ses émotions, de force qui ne portent atteinte à l'intégrité et à la personne de la femme. Mais contrairement, une femme peut tirer à bout portant sur son homme qu'il aurait appris ou bien qu'il aurait pris en flagrant délit d'adultère et justifier cela par ses émotions, ses hormones, justifier cela par le feu de l'action et pourrait par la suite être acquitté. Ouais, un peu. C'est aussi pour ça que la femme peut tromper son petit ami avec un autre homme qu'elle jugerait plus puissant que son petit ami et justifier cela par un passage émotionnel. C'est-à-dire qu'elle autre, ses émotions ne doivent pas être refoulées, mais les émotions de l'homme doivent être refoulées. Bref, elle a le droit d'avoir des émotions et l'homme non. Alors que biologiquement, les humains sont guidés par leurs émotions, même si les quantités sécrétées des différentes hormones ne sont pas pareilles chez les deux sexes. Je crois scientifiquement que s'il y a des émotions, c'est parce que ces émotions-là servent à quelque chose. Un peu. Donc, s'il y a ces émotions qui ne sont rien d'autre que les résultats des activités des hormones, c'est pour une raison qui me dépasse. Alors, pourquoi aller contre ce programme originel qui est celui de s'énerver quand on vous énerve ou celui de se mettre en érection quand on vous excite? Donc, la reprogrammation faite par la femme tue l'homme dans sa nature et refabrique un homme socio-culturel qui profite à sa survie. Pendant ce temps, elle reste dans son état animal et obéit à ses émotions. On voit donc que ces méthodes sont assez subtiles et inoffensives, mais très nocives pour la santé de l'homme. Parce que la plupart du temps, l'homme fait tout ça sans s'en rendre compte qu'il est en train de faire une bêtise. Il dégrade sa santé pour obéir et satisfaire
une autre personne. Ouais, un peu. Mais il faut quand même souligner que l'homme a contribué à son propre dressage. Et comment il a fait ça? D'abord en montrant de la clémence et de la honte à la femme qui se plaint de la dureté des travaux domestiques, pas en lui inventant les machines, en lui fabriquant des choses pour les travaux que la femme devrait normalement faire. L'homme s'est asservi lui-même encore plus. Je ne veux pas dire que les machines n'aident pas, ça aide. Mais en faisant ça, il s'est asservi un peu plus. Oui, un peu. Puisque la femme est devenue désormais oisive. Et il faut qu'elle s'occupe. Et pour cela, il lui fait faire des shopping. Des soins de pédicure et manucure. Le problème jusque-là ne se pose même pas. Il se pose dans la mesure où c'est l'homme qui doit payer tous ces shopping-là et ces histoires de soins. Ouais, un peu. D'abord, elle s'est plainte de la dureté des travaux. Donc, l'homme a inventé des machines à la place. Maintenant, elle se plaint qu'elle n'a rien à faire. Donc, il faut faire des shopping. Et les autres histoires que vous connaissez des femmes. Et en résultat, c'est l'homme qui doit payer ces choses encore. Et quand elle est encore fatiguée de ça, elle va vouloir travailler. Ensuite, elle va encore se plaindre du travail parce qu'elle trouve que le travail est très encore dur. Ou un peu que c'est bizarre, toutes ces choses. Et quand l'homme refuse de payer, par exemple, pour ses petits caprices, il y a un autre type de dressage qu'il faut mettre en jeu, celui de la sexualité. Et les hommes faibles succombent facilement à cela. Ainsi, ils sont prêts à souffrir, gagner assez d'argent pour payer les envies de la femme, afin de mériter cette gratification sexuelle de 10 minutes en moyenne. Bon, un peu comment l'homme a contribué à son propre dressage. Une autre contribution de l'homme à son dressage, c'est l'intervention des méthodes contraceptives dans la sexualité. À partir du moment où l'homme a inventé ces méthodes contraceptives, il a marqué un but contre son camp. En inventant ces choses, il a donné un pouvoir inestimable à la femme de pouvoir encore plus le contrôler sexuellement. Au moins autrefois, sans ces méthodes, la femme avait un peu peur de tromper son homme, de risque de tomber enceinte d'un autre homme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, elle sait qu'elle peut aller coucher n'importe où. Son homme ne serait même pas au courant. Parce qu'il y a les méthodes contraceptives. Ou un peu. Aussi, avec ces méthodes, elle peut contrôler les natalités de nos jours en fonction de la profondeur de la poche des hommes qu'elle fréquente. C'est comme ça que la femme contrôle sa natalité. Elle décide de donner enfant à qui elle veut et de ne pas donner à qui elle ne veut pas. Donc, plus vous êtes fructueux, je vais utiliser le terme de la coach, plus vous êtes fructueux, plus elle va vous faire des enfants. Et cela, pas parce qu'elle aime les enfants, mais tout simplement parce qu'avec les enfants, vous êtes collé à elle à vie. Et elle peut aussi recevoir les aides sociales en fonction du nombre des enfants qu'elle a. Un jour, je ferai un podcast là pour expliquer cette histoire avec les enfants que les femmes font et les aides sociales. Vous allez comprendre mieux. Donc, si jamais un homme quitte une femme qui a un enfant ou plus, la société le traite de criminel ou de père irresponsable. C'est aussi un dressage, pas culpabilisation, mais auquel les hommes ont contribué. Désormais, avec des enfants, vous êtes son esclave et aussi l'esclave de ses enfants. Les hommes pensent que les enfants les appartiennent. Non, ils se trompent largement. Pour la femme, son homme n'est juste un moyen pour faire grandir ses enfants que l'homme a implanté en elle. Point barre. C'est pourquoi quand il y a problème, généralement la femme prend les enfants et se barre. Parce que dans sa tête,
les enfants n'appartiennent pas à leur père. Mais c'est le père qui doit se tuer pour la survie de ces enfants-là. C'est aussi une raison pour laquelle il y a trop de mères célibataires. L'homme, en inventant les méthodes contraceptives, pensait peut-être éviter les grossesses non désirées à sa femme. Ainsi, les deux pourraient profiter d'une sexualité aussi débridée soit-elle sans aucune peur. Mais c'est mal connaître la femme. Cette dernière utilise cette technologie pour le dressage. L'homme ignore que chez la femme, le sexe est juste une envie passagère, alors que chez lui, c'est un besoin, voire une nécessité si on veut exagérer un peu. Donc, certaines femmes font des enfants juste pour avoir les aides sociales. Et il y a des lois, je vais expliquer plus tard dans un podcast, vous allez comprendre exactement pourquoi il y a tant de mères célibataires, surtout avec tant de papas différents. Et quand ce procédé de dressage sexuel ne marche pas, il y a encore un autre procédé. Tout ça là, c'est l'homme qui contribue. Hein. Il a accepté, il a contribué beaucoup à son propre dressage. Ouais, un peu. D'abord en inventant les machines, ensuite en payant pour les shopping et les caprices, ensuite en faisant quoi encore? En inventant les méthodes contraceptives. Ouais, un peu. Maintenant, quand le côté sexuel aussi ne marche pas, il y a aussi le procédé de culpabilisation et de taux de dépréciation en comparant son homme aux autres. Ça aussi, comment l'homme contribue. L'homme, pour flatter son propre ego, la femme arrive à le mettre dans la roue de la compétition. Et il sort dehors, il fait la lutte. Il se bat contre les autres hommes comme dans la jungle pour gagner quelque chose. Pour que sa femme ne le culpabilise pas. Donc il se tue dehors là-bas. C'est qu'il est en train de faire une lutte que la femme devrait faire. Ouais, un peu. Donc comment le dressage là réussit parfaitement? Le système de dressage de l'homme par la femme ressemble à celui des humains par la religion. C'est-à-dire que vous doutez, vous ne savez pas pourquoi vous faites vos actions, mais vous les faites quand même. Parce qu'il y a un sentiment de culpabilisation. Et il y a une peur d'être puni. Donc pour la femme, c'est le même type. Elle utilise la même méthode. C'est pour ça que les hommes acceptent de sacrifier 20 ans ou 25 ans de leur vie à se forger une carrière juste dans le but d'assurer plus tard la survie d'une femme, c'est-à-dire le mariage. Regardez la vie des hommes. Et quand l'homme et la femme naissent, l'homme, lui, toute sa vie, il essaie de se construire une vie pour assurer plus tard la survie à une femme. Mais la femme, toute sa vie, elle gagne de l'argent, on ne sait pas ce qu'elle fait avec l'argent. Mais toute sa vie, tout ce qu'elle fait, c'est d'essayer d'être plus belle et attirer un homme qui a plus de ressources. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que tous les bénéfices là vont vers elle. L'existence de l'homme, c'est pour elle. Son existence aussi, c'est pour elle. Vous voyez un peu. Et quand vous n'arrivez pas, en tant qu'homme, à sacrifier, c'est-à-dire que vous avez sacrifié 20 à 20 ans, mais si vous n'arrivez pas à réussir pendant ce nombre d'années, à avoir autant de ressources et à assurer le programme de mariage, c'est aussi un programme de dressage. Si vous n'arrivez pas à le faire, on vous considère comme un loser. Et vous-même vous culpabilisez aussi. Vous voyez la puissance de la bêtise. Ah ouais, la bêtise a atteint un degré incontrôlable. Le problème avec les hommes, contrairement à l'animal, c'est qu'avec le temps,
Ils n'ont plus besoin de la femme pour exécuter ce programme de dressage. Ça devient automatique en regardant les autres hommes. Ils apprennent. Ouais, un peu. C'est comme si ils héritaient cela par ADN. Les êtres humains sont des animaux sociaux, donc c'est normal. Ouais, un peu. Donc ça devient quelque chose de seconde nature. C'est comme c'est dans leur ADN. Donc au bout de quelques temps, au fur et à mesure qu'ils subissent les entraînements de dressage, qu'ils copient les autres hommes, bon, tout cela s'incorpore. Ils incorporent ces méthodes et ils les exécutent tout seuls. Ils n'ont plus besoin de la femme derrière. Ça devient automatique. Vous voyez un peu. Donc, on a montré ici comment l'homme contribue lui-même à son propre dressage. On a parlé du dressage sexuel, comment ça se fait. Mais pourquoi la femme utilise ce dressage sexuel contre l'homme? On va essayer d'expliquer un peu cela. Les filles, de façon générale, ont été programmées dès leur enfance pour manipuler et exploiter l'homme. Je l'ai déjà dit et je l'ai déjà dit plus haut plus tôt. C'est-à-dire que toutes petites, elles s'en rendent compte des privilèges qu'elles peuvent avoir juste parce qu'elles sont filles au détriment de leurs frères. Et regardez un peu, quand vous êtes en famille, les pères sont beaucoup plus tolérants envers leurs filles que leurs garçons pour les mêmes problèmes ou sujets. Voyez-vous qu'il y a dès l'enfance un privilège, un traitement de faveur automatique? Donc elles apprennent qu'elles peuvent obtenir tout ce qu'elles veulent juste parce qu'elles sont des femmes, soit en pleurant ou soit en jouant la victime. Ainsi, à l'âge mature, leur pouvoir atteint son paroxysme quand elles réalisent le contrôle qu'elles peuvent avoir sur les hommes, même sur les hommes qui ont l'âge de leur père ou plus. Oui, vous avez bien entendu. C'est-à-dire que si vous êtes homme aujourd'hui, la fille de votre ami peut vous manipuler. Ah ouais. Et en ce moment, vous allez appeler votre ami beau-père. Vous voyez que c'est intéressant. Donc, à partir du moment qu'il y a transfert de manipulation sur papa vers les autres hommes qui la courtisent, c'est-à-dire que quand elle était petite, elle manipulait papa parce qu'elle est une femme. Maintenant, quand elle va grandir un peu, il y aura transfert de manipulation vers les autres hommes maintenant qui la courtisent. Elle se rend compte désormais qu'elle a beaucoup de valeur. Ainsi, elle demande beaucoup plus de preuves de la part des hommes, joue avec leurs sentiments, prend du plaisir à cela. Et quand ça lui plaît, elle choisit un qu'elle pense être convenable selon ses humeurs du moment et passe à l'acte avec lui. Ouais, c'est un véritable pouvoir. Donc, dans sa tête, elle est une marchandise qui a tellement de valeur. C'est pourquoi si vous l'amenez à un rendez-vous de café, elle peut vous snober au profit d'un homme qui l'amène dîner dans un restaurant au standing par exemple. L'amour dans sa tête, c'est l'homme qui dépense plus, beaucoup plus pour elle. Ouais, un peu. L'amour dans sa tête, c'est comme ça. Donc, s'il y a 10 hommes, celui qui arrive à dépenser beaucoup plus pour elle, c'est de l'amour, ça. Ouais, un peu. Puisque c'est un jeu de manipulation, c'est un jeu de mentalité. Ouais, un peu. Donc, elle va manipuler les hommes pour voir celui qui peut dépenser beaucoup plus. Avec ce pouvoir, elle ruine la rue et elle ruine la vie de beaucoup d'hommes. Elle a poussé ceux qui ont l'esprit faible au suicide parce qu'elle leur a vendu un produit qui n'existe pas chez elle. Elle leur vend l'espoir. Et qu'y a-t-il de mieux que l'espoir à vendre aux hommes? Pour elle, tout est chiffre et statistique. Tout est performance chez elle.
quand on parle d'amour. Elle attend ça de votre part. Mais en retour, elle va vous dire qu'elle vous donne quelque chose qu'on ne peut pas écrire en chiffres ou démontrer statistiquement. Cette chose, c'est quoi? L'amour. Elle vous dit qu'elle vous aime. Quelque chose qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne comprend pas. C'est un système de dressage parce qu'elle sait bien que les hommes veulent quelque chose d'elle. Elle sait ce que les hommes veulent. Oui. Donc, quand un homme tourne autour d'elle, elle sait. Mais comme elle a le pouvoir, elle va le faire souffrir, le manipuler, le torturer. Elle prend tout ce qui est cadeau ou argent, mais refuse de passer à l'acte. D'où la malhonnêteté dans sa prostitution. Elle se dit qu'elle n'est pas une prostituée, mais elle est pire qu'une prostituée parce qu'elle utilise une méthode non catholique. Au moins la prostituée officielle ne part pas avec vos cadeaux ni votre âme sans donner quelque chose en retour. C'est un échange avec elle. Mais la femme ordinaire n'est pas dans ce ordre d'idée-là. Elle va vous souffrir, elle va vous faire souffrir. Elle peut même voyager avec votre âme si vous ne faites pas attention. Mais comme les hommes ont été dressés à croire à une femme qui s'abstient sexuellement, ils sont prêts à faire plus de preuves pour se démontrer à eux-mêmes que la fille qu'ils fréquentent n'est pas une prostituée. Ils se disent entre eux, regarde frère, j'ai dépensé tout cet argent là sur cette fille, mais depuis là rien. Eh bien c'est une tactique, c'est un masterclass pour prendre davantage. La société éduque l'homme à dépenser plus pour la vierge ou celle qui a un kilométrage bas. Et la société a éduqué la femme à attendre plus d'un homme si elle est vierge ou a un kilométrage bas. D'où l'expression fétiche des femmes. Si un homme t'aime vraiment, il va prendre soin de toi. Il va attendre que tu sois prête pour le sexe. Oui, un peu. Moi, je ne suis pas prêt. Ces phrases sont célèbres dans la communauté africaine ou noire. C'est-à-dire qu'en Afrique, les filles se soumettent automatiquement quand elles voient les ressources. Dès qu'elles sentent seulement l'odeur des ressources, elles mouillent déjà. Bref, vous voyez un tsunami, boum, comme ça là. Ouais, un peu. D'où encore l'expression fétiche des hommes en Afrique. Les gars, cherchons l'argent. Je répète, cherchons l'argent. Juste que tout le monde a déjà vu sur un statut quelque part. Ouais, comment les hommes sont bêtes. Cherchons l'argent. Ils pensent que c'est avec l'argent qu'ils peuvent garder une femme. Même Bill Gates n'a pas pu garder sa femme avec l'argent. Dans la tête d'une femme, plus elle se retient sexuellement, plus elle a de la valeur. Mais à qui la faute? Eh bien, c'est aux hommes la faute. C'est eux qui payent pour quelque chose qu'ils ne devraient pas payer. C'est eux qui paient pour quelque chose qu'ils devraient avoir naturellement parce qu'ils ont eux-mêmes un estime de soi très bas. C'est pour ça qu'ils payent. Ouais, un peu. L'homme a des envies, la femme a des envies. Si la femme a des envies, elle est satisfaite gratuitement. Si l'homme a des envies, pourquoi il doit payer pour être satisfait? Ça n'a aucun sens. Eh bien, le programme de dressage a bien réussi. Malheureusement, ça a réussi. Et j'espère que les gens vont se réveiller. Et la seule façon de sortir du dressage établi par la femme, c'est de se réveiller. Reconnaître que le sexe est une chose naturelle comme manger. Et que quand il y a attraction
entre deux sexes opposés, le sexe s'ensuit automatiquement. Au cas contraire, il y a un truc qui cloche. Moi, je vous ai déjà dit dans un autre podcast, quand une femme vous aime vraiment, vous allez chicoter ça le même jour. Ça ne prend pas du temps. Dès que ça commence pas à prendre du temps ou qu'il y a des critères à remplir, des conditions à satisfaire, elle ne vous aime pas. Vous êtes dans la manipulation. Réveillez-vous. Oui, un peu. Mais figurez-vous bien que dès que la femme sent que vous êtes sorti du dressage ou qu'elle ne peut pas vous manipuler, soit elle fuit ou soit elle va vous traiter de tous les pires noms d'oiseaux du monde. Parce que parmi ses pouvoirs de contrôle sur l'homme, le plus grand, c'est celui sexuel. Elle a beaucoup de pouvoir sur l'homme, mais celui sexuel est très fort. Un peu. Et quand vous arrivez à vous contrôler, à contrôler cela, vous pouvez résister à toutes les femmes du monde. J'espère que les femmes comprendront aussi que leur sexe n'est pas supérieur au sexe des hommes, en quoi que ce soit. Et en plus, qu'elles ont besoin de nous pour survivre. Et si elles ne veulent pas comprendre cela, bon, tant pis. L'avenir et la science donnera raison à qui de droit. C'était King of Kingsland, le bâtisseur. Je m'arrête ici. Vous faites tout ce que vous voulez de la vidéo. Je suis fatigué. Vous partagez, vous aimez, vous vous abonnez surtout. Sur ce, passez une très belle soirée sous la protection divine. Ciao.